découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, bonjour et soyez les bienvenus à votre émission Un livre, ça se lit. Auteur d'œuvres littéraires, Charles Liagro Rabé est docteur en grammaire et linguistique. Enseignant à l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo. Après les griffes de la foi religieuse, notre universitaire revient avec une autre œuvre intitulée Koudrouzéa Yayaye pour un plaidoyer électoral. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Seka. Koudrouzéa Yayaye. Que signifie ce titre et c'est en quelle langue? Merci monsieur Seka. Vous voyez, dans le titre, c'est une conjugaison de langue nationale, le BT, qui est ma langue maternelle, langue parlée au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et donc, cette langue est conjuguée au français. Donc, Koudrouzéa, lorsque vous jetez coup d'œil dans les addenda, vous verrez que Koudrouzéa, c'est, dans la mythologie BT, désigne l'oiseau de malheur. Et chez nous, lorsque cet oiseau vient se percher sur votre toit, eh bien, ça veut dire qu'il y a l'imminence d'un malheur. Yayaye, c'est une interjection, toujours en BT, pour supplier cet oiseau de malheur de ne pas faire advenir justement le malheur. Alors, est-ce que cet oiseau est une fois apparu? Est-ce que vous avez eu des informations sur cet oiseau? Oui, puisque c'est dans la mythologie de BT, c'est ma langue. Mais pour ce qui est du poème, c'est une allégorie. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire est une porte ou bien un toit, comme si c'était une maison où on voyait un oiseau, mais c'est une allégorie. Donc c'est un rapprochement que je fais. Alors, docteur, pourquoi un tel titre à l'orée des élections présidentielles de 2020? Un tel titre parce que, vous savez, notre pays a une histoire politique récente. Nous avons connu 2010, nous avons connu les élections qui se sont déroulées en 2010, mais nous avons également connu la grave crise qui s'est ensuivie. Et là, nous sommes à l'orée des élections de 2020. Il est bon que nous puissions interpeller Koudrouzéa, que nous puissions interpeller les consciences ivoiriennes pour que ce que nous avons connu, les affres que nous avons connus, nous ne puissions plus les revivre. Donc, un tel titre pour interpeller les consciences, pour rappeler que 2020 approche. Attention à ce qui s'est passé en 2010. Alors, vous parlez d'un oiseau de mauvais augure qui planerait dans le ciel de la terre de Buny. Quels sont les signaux qui vous amènent à une telle affirmation? Bien, vous savez, j'ai dit dans le texte, j'ai fait le rapprochement entre 2010 et 2020. Les signaux, ils sont nombreux. Comme il y en a eu en 2010, en 2020, il y a quelques signaux. Il suffit de vous rendre auprès d'un kiosque à journaux, vous voyez les titres, vous entendez les commentaires des gens, ça, c'est un élément. Vous avez également une succession de crises. C'est aussi un élément. Parce que l'œuvre, elle vient d'être publiée, c'est vrai, mais la rédaction a mis du temps. Donc, pendant la rédaction, on a été tous témoins d'un certain nombre d'événements qui se sont déroulés sur le territoire national. Par exemple, je crois que c'était en mai 2017, je n'ai plus souvenance exacte de la date, mais en 2017, vous voyez, il y a eu une mutinerie à Abidjan, à Bouaké, à Korogo. Mais on peut peut-être ne pas établir le lien tout de suite avec 2020, mais c'était déjà une situation très compliquée. Et puis, en mai 2019, il y a eu un affrontement intercommunautaire à Béomi. Mais voyez ce qui s'est passé. C'est une rixe entre deux chauffeurs. Un chauffeur de taxi-moto et puis un chauffeur de taxi-voiture. L'un est baoulé, l'autre est malinqué, mais une incompréhension entre deux individus. C'est normal, parce que même entre un homme et son épouse, eh bien, il y a des... Très bien. Mais là, à Béomi, cette incompréhension s'est étendue aux différentes familles
des deux individus. Et plus loin, aux deux communautés qui se sont affrontées et il y a eu mort d'homme. C'est qu'il y a eu des manipulations souterraines qui ont pu monter les deux communautés l'une contre l'autre. Mais ces manipulations-là peuvent avoir un lien avec les élections. Puis c'est dans ces endroits que les élections vont se dérouler. Donc si déjà avant les élections, les tensions sont si vives, de sorte que pour une petite rixe, que les deux communautés s'affrontent, mais il faut craindre si rien n'est fait. En mai, toujours 2019, à Aboville, deux élèves, je crois, de terminale, l'un est issu de la région, l'autre malinqué, ont eu une incompréhension. Ils se sont battus un jeudi. Et puis chacun est rentré. Ben, ça arrive entre élèves. Mais le lundi, à la reprise des cours, eh bien, chaque élève est venu avec ses amis, les gens de son ethnie, et ils se sont affrontés. Il y a eu des blessés. C'est autant de signaux. Mais à côté de ça, il y a les discours incendiaires de certains hommes politiques. Vous pouvez en citer? Non, c'est vrai que je fais la politique, mais ici, je suis là pas avec cette casquette, je suis là en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, et je préfère me limiter à ce que dit l'œuvre, mais je ne citerai pas de nom. Mais nous sommes tous dans le pays et on entend des discours incendiaires de certains hommes politiques. Si n'est pas fait, voilà ce qu'on va faire. Non, on ne fera pas ci. Alors, ce sont des choses qui sont de nature à effrayer les populations. Et moi, je veux rasséréner les populations. Je veux demander aux uns et aux autres de tenir des discours apaisés pour que nous puissions aller à des élections apaisées. Surtout que 2010, nous sommes à 10 ans de distance de 2010. Et ce n'est pas loin. Les souvenirs sont encore vivaces. Les plaies sont encore béantes. Donc, il faut qu'on fasse attention. Voilà donc quelques signaux qui m'ont, on peut dire, inspiré et qui m'ont permis de faire le constat. Et je me suis dit, mais attention, il faut que j'en parle. Il faut que je partage cela avec mes compatriotes. Nous allons parcourir un peu votre œuvre, précisément à la page 64. 64, voilà. Et donc, ma question va suivre d'abord. Donc, à vous parcourir, surtout à la page 64, que je vais lire. Ô chers tous, voilà ce que veulent Kourouzia et les Machiavel, nouvelle formule, et 2010 et 2011. Élections au contour organisationnel flou, important désaccord sur les données électorales, interminable suspicion, méfiance mutuelle, défiance généralisée à l'autorité, violence verbale, manipulation de l'information, manipulation des communautés, conflits sociaux en permanence, le lit ainsi fait des élections troubles, des résultats inacceptés, des résultats désacceptés, la chienlit instaurée et entretenue, puis le chaos. Telle est votre feuille de route, Kourouzia et associés. Je continue. Et vous, informateurs, informe, manipulateurs de l'information, malhonnêtes informateurs, informateurs toxiques, informateurs vénéreux, qui tordaient le cou aux événements pour en tirer des soulèvements et faire s'effronter les communautés violemment. Alors, à vous attendre parcourir ces parties, on a l'impression que vous décrivez ce qui se produit là. Est-ce un songe que vous extériorisez par écrit? Bon, mais il faut dire que la poésie, c'est d'abord de la fiction. Et donc, c'est une conjugaison de fiction et de réalité. C'est une œuvre qui est très réaliste. Vous l'avez bien dit dans votre question, si rien n'est fait. Oui, bien sûr. Si rien n'est fait, eh bien, quelque chose pourrait arriver. Parce que ce que j'écris ici, que si rien n'est fait, Kourouzia, 2010, 2011, que je personnifie, oui, parce que c'est une allégorie, je l'ai dit, donc c'est un peu comme des personnages, eh bien, j'estime qu'ils vont porter le coup de grâce à notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de comportements qu'on va observer, mais qu'on observe même déjà, alors que j'étais en train de rédiger, de tracer ces vers, et ces comportements n'étaient pas encore observables, mais aujourd'hui, on les observe. Je dis, par exemple, je parle de manipulation de l'information. Vous voyez, il y a eu
Actuellement, il y a eu le débat sur le code électoral. Mais vous voyez ce débat, parfois, les gens veulent tirer le drap vers eux. Chacun se protège. Oui, mais bien sûr. Donc, on manipule l'information. Et lorsque la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme, avait pris un test, mais vous voyez le débat que ça a suscité. L'opposition dit non, voilà ce qui est demandé, voilà ce que la Cour a demandé. Mais pourtant, les textes sont clairs, sont simples. Donc, on manipule l'information et on manipule les populations, qui sont en réalité les destinataires de cette information. Et puis, je parle de défiance généralisée à l'autorité, de violence verbale. Tout à l'heure, j'ai parlé du discours incendiaire de la part de certains hommes politiques. Mais c'est ça le problème. Donc, je dis, parce qu'avant d'arriver ici, la page précédente dit, j'ai dit, me saviez-vous vaticinateur, c'est-à-dire, me saviez-vous comme quelqu'un qui scrute l'avenir, comme un prophète. Donc, moi, je me projette dans l'avenir et je me dis, si on ne fait rien, Kourousia, le malheur qu'il veut faire planer, lui et ses associés, voilà ce qu'ils vont faire. Donc, ils vont créer les conditions de la chienlit. Et la création de ces conditions appelle tous ces éléments, tous ces facteurs que j'ai énumérés, défiance généralisée à l'autorité, violence verbale, méfiance mutuelle. On a confiance en personne. Regardez au niveau de la CEI le débat. Il dit non, mais la CEI, elle est RHDP. Donc, on n'a pas confiance dans nous-mêmes, nos institutions. On dit, mais la justice est aux ordres. Donc, s'il n'y a pas de confiance mutuelle, mais on ne peut pas aller de l'avant. Donc, le manque de confiance mutuelle est un des aspects de nature à créer le désordre du pays, qui vont créer le chaos. Or, nous ne voulons pas de cela. C'est pour ça que je dénonce le plan dissimulé de Kourousia et de ses associés, parce que j'estime que ce sont des intentions inavouées qu'ils conservent jalousement dans l'arrière-cour de leurs encéphales, mais qu'ils ont envie de mettre à exécution au moment venu. Alors moi, voilà, moi je dénonce cela pour que nul n'en ignore. Alors, docteur, avec le style que vous utilisez pour traduire vos inquiétudes, pensez-vous que les Ivoiriens, dont la majorité est perçue analphabète, vous comprendront? Ben, c'est une belle question. Écoutez, je ne sais pas, le style, c'est un style qui est fluide. Hein. 2020 approche, c'est dit dans la préface. Je n'ai pas pris le temps de polisser l'écriture, j'ai dit les choses telles qu'elles me sont venues. Mais bon, c'est vrai, c'est de la poésie, donc souvent la poésie, elle est hermétique, elle est souvent absconse. Je vous concède cela. Mais, voyez, vous avez parlé de la majorité des Ivoiriens, la majorité de la population qui est analphabète. Mais ceux qui font les meetings, les hommes politiques, eux, ils savent lire. Ils sont intellectuels, ils sont instruits, ils sont lettrés pour certains. Donc ceux qui ont cette prétention d'être intellectuels, d'être instruits, ils vont lire. Et lorsqu'ils vont aller faire les meetings, mais je suppose qu'ils vont expliquer ce qu'ils ont lu. Ils vont expliquer aux gens que, voilà, on a un de nos frères, on a un fils du pays qui a écrit une où il interpelle la conscience des uns et des autres, où il souhaite que nous allions à la paix. Parce que de toutes les façons, le code électoral qui fait débat, l'arrêté, le test de la Cour africaine des droits de l'homme, mais ce que vous dites, si c'est un constat qui est avéré, c'est-à-dire que les Ivoiriens en majorité sont analphabètes, mais ces tests existent, la Constitution existe. On ne dit pas que, mais comme la plupart des Ivoiriens ne savent pas lire, on n'a pas besoin de Constitution. Il y a des individus qui lisent ces textes et qui expliquent aux autres. Donc, pour moi, ils doivent lire et puis expliquer à leurs militants. Et si cette explication est mal faite, si par exemple ceux qui lisent sont des Kourousia? Oui, mais je pense que je ne désespère pas de mes frères ivoiriens, de mes compatriotes. Je pense que Kourousia est là, c'est vrai. Il y a ses associés qui sont là, c'est vrai. Mais nous voulons les rendre en minorité. Donc, j'ai confiance dans la plupart de mes compatriotes qui vont faire la lecture qu'il faut de cette œuvre et qui vont donner l'information qu'il faut. C'est vrai que je parle d'informateurs informes, mais ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui sont des informateurs informes. Il y a des informateurs qui donnent l'information vraie. Donc, je compte sur ceux-là. Mais, à côté de ça, moi-même, j'ai ma petite idée sur la façon de faire connaître ce message. J'ai déjà pris à tâche avec certaines personnes et je vais continuer avec, par exemple, des préfets. Nous allons. Voilà, donc, je vais faire des tournées où on va convier beaucoup de personnes. Ok, d'accord, allez-y.
Pour les téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission Un livre, ça se lit. Et nous recevons pour vous Dr Liagro Rabé Charles, auteur de Kudrouzia Yayaye pour un plaidoyer électoral. Alors, docteur, vous avez sorti une première œuvre, Les griffes de la foi religieuse, dont vous êtes auteur. A-t-il un rapport avec cette œuvre? Si oui, lequel? Sinon. Oui, bien sûr. Il y a un rapport intime. Moi, je pense que je m'inscris dans la lignée des humanistes. Et pour moi, les valeurs supérieures, c'est l'homme. Donc, je prends l'homme pour l'être supérieur et j'accorde l'importance aux valeurs que représente l'homme. Dans les griffes de la foi religieuse, je l'avais dit que cette œuvre devait aider au désemprisonnement des fidèles qui étaient en quelque sorte sous le joug de la foi. Une foi qui les écervelle, une foi qui les empêche de réfléchir par eux-mêmes, une foi qui pousse des gens à réfléchir par procuration et à avaler les réflexions des autres personnes. En ce moment, ces personnes-là sont asservies. Elles ne peuvent pas s'épanouir. Dans les griffes de la foi religieuse, elles ne dépendent pas d'elles-mêmes, merci. Donc, dans les griffes de la foi religieuse, est venue donc pour libérer ces personnes, pour les désemprisonner, afin que ces personnes puissent s'épanouir et connaître le bonheur. Kudrouzia Yayaye, pour un plaidoyer électoral, fait le plaidoyer pour qu'il y ait des élections apaisées. Mais s'il y a des élections apaisées, chacun jouit de sa tranquillité, chacun mène ses activités en paix et chacun s'épanouit. Donc vous voyez que les deux textes se rejoignent sur l'épanouissement de l'homme, sur l'épanouissement de l'Ivoirien. Voilà le lien. Donc, je m'inscris résolument sur cette piste humaniste. Voilà. Que ce soit dans les griffes, que ce soit Kudrouzia, je plaide pour l'épanouissement de mes compatriotes. Alors, docteur, on voit déjà la page de couverture, je sais pas, on peut dire une ville pratiquement en ruine que vous présentez. Est-ce que là, avec ce que vous présentez, est-ce qu'on peut dire qu'il y a espoir demain? Oui. En réalité, je présente ce qui pourrait advenir si on y prend garde. Ce qui pourrait advenir si on ne tient pas compte de ce qui est dit, de l'avertissement qui est lancé, de ce cri de cœur qui est lancé. En fait, c'est un cri que je lance pour que les Ivoiriens ne s'opposent pas et qu'ils ne s'entre-massacrent pas de façon pathologique. Parce que si ça arrive, voilà les images qu'on aura. Et quand on regarde cette image, on voit que c'est le chaos. Mais personne ne souhaite cela. En réalité, personne ne le souhaite. Mais si personne ne le souhaite, il faut qu'on pose des actes qui soient conformes à notre souhait. Notre souhait, c'est de vivre en paix. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se départir d'un certain nombre de choses et faire attention à l'essentiel et aller à l'essentiel? Parce que de toutes les façons, on peut critiquer un pouvoir, on peut critiquer l'opposition, on peut se critiquer, mais ce que nous avons de plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Et il faut que nous préservions notre pays. Il faut que nous fassions en sorte que ce qui est arrivé en 2010 et en 2011 ne revienne pas en 2020. Il faut que nous fassions en sorte de surprendre le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on lit la presse nationale, dans sa majorité, la presse internationale, c'est comme si la Côte d'Ivoire était sur le point de brûler. Mais il faut que les Ivoiriens relèvent ce défi et qu'ils montrent au monde entier que là où on s'attendait à ce que nous, Ivoiriens, on s'entre-déchire, eh bien, nous nous serrons la main. Nous célébrons la fraternité. Après les élections, la Côte d'Ivoire fête. Les élections doivent être en Côte d'Ivoire un jeu festif. C'est mon rêve. Et je suis sûr qu'on peut le réaliser. Pour peu que les Ivoiriens prennent conscience de ce qui nous est déjà arrivé. Et la société civile, comment est-ce que vous comptez travailler aussi avec elle? Parce que... Oui, mais justement, la société civile, vous savez l'opportunité que vous m'offrez là. Je souhaiterais bien que d'autres canaux, que d'autres organes m'offrent aussi cette opportunité parce que le sujet, il est d'actualité, il est de taille, il est d'importance. Donc, à cette tribune, je vais continuer à développer le sujet. Je suppose que la société civile qui a des leaders, qui écoute aussi, elle prend conscience de ce qu'on est en train de dire. Mais les rencontres dont je parle, la société civile, c'est des structures organisées. Donc, quand on va dans une ville et qu'on demande au préfet qu'on veut faire une conférence sur le sujet des élections apaisées, mais ils vont tous venir. Et quand ils vont tous venir, ils vont écouter, ils vont certainement poser des questions. On va échanger, on va s'enrichir mutuellement. Voilà ce que nous comptons faire. Alors, docteur, nous sommes au thème de notre entretien,
Que souhaitez-vous que le monde entier en général et les Ivoiriens en particulier retiennent de votre œuvre? Ce que je souhaite que le monde entier retienne et que les Ivoiriens en particulier retiennent, c'est qu'à l'orée de 2020, il y a eu un fils de la Côte d'Ivoire qui a produit une œuvre intitulée Koudirouzia Yayaye pour un plaidoyer électoral, œuvre dans laquelle il interpelle le mythique oiseau de malheur, Koudirouzia, mais en réalité, il interpelle la conscience de ses compatriotes, afin que les élections de 2020 soient un jeu, comme je l'ai dit tantôt, un jeu festif. Une élection au sorti de laquelle tous les Ivoiriens se regardent en frères, tous les Ivoiriens se saluent, que le vainqueur salue le vaincu, que le vaincu reconnaisse sa défaite et que tous se mettent ensemble pour construire la Côte d'Ivoire. C'est de cela que je rêve. Et c'est ça que je veux que les gens retiennent. Et que, après 2020, qu'il n'y ait plus de flaques de sang, qu'il n'y ait plus d'Ivoiriens qui soient brûlés, qu'il n'y ait plus d'allumettes en érection, qu'il n'y ait plus de bustes en érection, qu'il n'y ait plus de pneus en érection, mais que tout soit mou sur l'homme et que nous nous regardions comme frères. Et que nous continuions à développer notre belle Côte d'Ivoire. Ce développement qui est déjà si heureusement amorcé, que nous poursuivions ce travail de développement. Voilà ce que je souhaite qu'on retienne de cette œuvre. Et qu'on se l'approprie, qu'on s'approprie son contenu. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. C'est avec ces mots de notre écrivain, docteur Liagrou Rabé Charles, auteur de Koudirouzia Yayaye, ou un plaidoyer électoral, que prend fin notre émission, un livre, ça se lit. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous procurer cette œuvre car elle est pleine de sens. Retenez ceci, la lecture ouvre l'esprit. Bonne suite de programmes sur notre chaîne. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.